Tiens, j'ai une petite question dans la salle, parce que je sais que... Enfin, donc, moi, je suis journaliste chez The Big Well. Et en tant que journaliste, je suis toujours assez frappé, en fait, c'est normal, que la réglementation soit quasiment, trop rarement, pas un des premiers sujets de préoccupation quand on monte une boîte crypto. Bon, voilà, ça s'explique. Donc, moi, dans la salle, je vais faire un petit sondage. Euh, voilà. Qui, pour vous, c'est la top 2 des priorités, la réglementation, quand vous montez une boîte ou quand vous vous intéressez à une boîte? Si vous pouvez lever la main. Voilà. Donc, on va bientôt commencer la table ronde, mais sachez qu'en fait, heureusement, malheureusement, on en pense qu'on veut, la réglementation est inévitable. Et donc, voilà, l'idée, c'est de toujours essayer de l'anticiper au mieux. Et une nouvelle fois, moi, je suis quand même assez frappé de discuter avec des entrepreneurs crypto très bons. Et par exemple, je discutais avec un qui, je lui disais, bon, bah voilà, il y a Mika qui rentre en application avec les stablecoins, on va en parler notamment. Et il me disait, ah, c'est maintenant, c'est pas dans 1 an et demi. Non, c'est maintenant. Donc voilà. Donc, franchement, je sais que c'est pas facile, que quand on monte une boîte, on a quand même plein d'autres sujets. Il faut payer les gens, il faut marketer un produit, il faut voilà. Mais voilà, malheureusement, heureusement, la réglementation est inévitable. Donc voilà, on va en parler un peu et on a la chance d'avoir donc Stéphanie Cabot-Sorias qui, pour ceux peut-être qui connaissent, est ancienne donc, de chez Binance France, donc, qui était directrice générale de Binance France et avant directrice legal, enfin, qui était responsable du legal chez Binance France. Donc en fait, à l'époque, Binance France était l'entité, on va dire, la top 2 des entités dans le monde pour peut-être le groupe. Donc voilà, et en fait, elle a entamé le travail de réglementation chez Binance, donc ça va être très intéressant. Ouais, William, te casse pas la binette. Voilà. William. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer. On a 40 minutes et après il y aura, voilà, as usual, 10 minutes de questions. On peut s'asseoir, je pense. Donc voilà, donc moi je me représente, je suis donc journaliste chez The Big Well. N'hésitez pas si vous avez des questions. Nous en fait notre particularité c'est qu'on est un média qui fonctionne donc on s'intéresse à la crypto et en fait on veut apporter du journalisme traditionnel, les bons côtés du journalisme traditionnel et en même temps le côté communauté, prendre le côté communauté donc au Bitcoin, à la crypto, voilà, pour créer un média en fait qui fonctionne en partie sur abonnement. Donc voilà, c'est un modèle qu'on développe. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et avant, moi je suis issu du monde de la presse traditionnelle. J'ai notamment passé par le Figaro, BFM Business. Et avant de rejoindre The Big Well, j'étais à la GFI. Donc très traditionnel. Voilà. Stéphanie, si tu veux te présenter. Je t'ai un petit peu présenté, mais vas-y, complète. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Donc effectivement, moi j'ai un profil plutôt secteur public, puisque j'ai travaillé à la Banque de France, à la Cour des comptes et à l'autorité des marchés financiers comme directrice juridique adjointe. Et c'est là notamment que j'ai découvert toute la réglementation sur les PSAN qui était en train de se monter, à laquelle j'ai participé avec d'autres services. Ensuite, j'ai travaillé chez Binance France comme directrice générale. Et aujourd'hui, je suis secrétaire générale de Société Générale Forge, qui est une filiale du groupe Société Générale, qui est agréée pour faire de nombreux services, et notamment des services sur cryptoactifs, puisqu'elle a l'agrément PSAN, l'agrément d'entreprise d'investissement, et plus récemment, l'agrément d'émetteur de monnaie électronique pour émettre un stablecoin euro, qui est l'euro convertible. Voilà. Oui, si tu veux te représenter. Enfin, je vais être extrêmement bref, parce que, comme vous avez pu le constater, ça fait un petit moment que je suis là. Voilà, donc je suis avocat, cofondateur du cabinet Orwell, qui est un cabinet d'avocats spécialisé dans l'accompagnement des projets crypto, donc notamment sur des sujets réglementaires. Au sein de ce cabinet, je m'occupe particulièrement du coup des sujets réglementaires. Donc, typiquement, la question qui est posée sur cette présentation, c'est très concrètement une partie de mon travail quand on travaille avec un acteur, et c'est une partie du travail aussi que les acteurs font en interne quand ils se posent ce genre de questions. Et je me permets d'ajouter une chose, c'est d'ailleurs, Forge et Orwell sont tous les deux aussi membres de l'ADAN, qui est l'association des professionnels du secteur des cryptos. Voilà, malheureusement, il y avait Faustine qui devait nous... Justement, Faustine est malade, donc ne pourra malheureusement pas honorer sa présence en cette table ronde. Et donc,
Faustine est présidente directrice générale de l'ADAN qui, si on compte en nombre de membres, en fait, est la plus grosse association de défense du secteur en Europe. Donc il y a plus de 200 membres. Je ne sais pas exactement le nom, mais en tout cas il y en a plus de 200. Donc voilà. En fait, le sujet évidemment de cette table ronde, il est très large parce qu'en fait, la crypto commence à être régulée avec des textes spécifiques. Donc, comme on l'a mentionné hier, notamment lors d'une table ronde, en fait, le secteur est régulé. En fait, si vous voulez, on peut appliquer plein de réglementations, notamment vis-à-vis de la fraude, parce que souvent on dit qu'il n'y a pas de réglementation dans les cryptos. Bon, il y a des trous dans la raquette, mais il y a quand même la réglementation traditionnelle qui s'applique. Si vous faites voler de l'argent, vous pouvez aller porter plainte. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même des lois. Mais là, ce que je trouvais intéressant et ce que j'ai proposé à mes panélistes et ce que je vous propose, c'est que tout le monde parle de MiCA, mais en fait, MiCA n'est qu'un point de départ, on va dire, d'une réglementation, enfin d'une transformation de la réglementation financière, notamment en Europe. Donc, dans MiCA, effectivement, vous avez, en fait, le but de MiCA, c'est de transformer, on va dire, des acteurs crypto en des acteurs de la finance de demain ou plus traditionnels. Donc, en gros, c'est les structurer pour qu'effectivement, ils aient un certain nombre d'obligations qui se rapprocheraient des entités plus traditionnelles de la finance. Donc, ce qu'on va voir, donc, évidemment, c'est ça. Et après, voir aussi les textes qui vont venir et les choses qui ne sont pas incluses dans MiCA, parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc voilà, moi ce que je voudrais voir notamment avec toi Stéphanie, parce que comme tu as mentionné, tu es passé par l'AMF, l'autorité de marché financier, à un bon moment, parce que c'était quand tu y étais, c'était la naissance notamment du PSAN. Donc si tu peux revenir un petit peu dessus, parce que cette première partie de table ronde, j'aimerais la dédier quand même à la logique, à la réglementation, parce qu'il y a une logique quand même, parfois, c'est pas juste pour embêter tout le monde. Donc voilà, revenir un petit peu sur cette genèse et donc sur cette logique qui a vu émerger le PSAN, qui pour la petite histoire est en fait on va dire l'ancêtre de l'agrément MiCA qui sera obligatoire, donc complètement obligatoire à partir de juillet 2026, à peu près en termes de temps. Oui, tout à fait. Effectivement, moi, je peux vous réexpliquer l'histoire de cette réglementation. Alors, je ne parle pas, bien sûr, au nom de l'AMF ni des autorités, mais... Ta propre expérience. Voilà, à mon titre personnel, un peu du vécu de comment ça s'est produit. Donc, on est en 2018, on va dire. À l'AMF, on reçoit beaucoup d'entrepreneurs, de porteurs de projets, qui veulent monter des projets dans la crypto, dans la blockchain, et qui se posent la question de quelle réglementation ils doivent appliquer. Donc, consciencieusement, ils viennent voir les autorités et nous exposent leurs problèmes. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, finalement, les autorités, les pouvoirs publics ne connaissent pas cette technologie. On est en 2017-2018. Et donc, il y a eu toute une première période de découverte de la technologie, voir comment ça fonctionnait, en quoi c'était différent des actifs financiers traditionnels. Et puis, ensuite, s'est posé la question, est-ce qu'on veut réguler ou pas cet environnement ? À l'époque aussi, c'était quasiment pas régulé dans le monde entier. Et donc, il y a eu une consultation publique. Les autorités ont demandé au secteur, est-ce que vous voulez continuer à ne pas être régulé ? Est-ce que vous voulez vous auto-réguler ? Donc, faire une charte de bonnes pratiques, des normes professionnelles, ou bien est-ce que vous voulez une vraie réglementation comme dans la finance traditionnelle ? Et à la grande surprise de tout le monde, la quasi-totalité des répondants ont voulu une vraie réglementation parce que ça leur permettait de se distinguer souvent des arnaques, puisque c'était à l'époque des ICO, donc il y avait quand même beaucoup d'arnaques à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de la réglementation. Donc ensuite, il y a eu un certain nombre de concertations d'ailleurs avec le secteur. Je pense que c'est une des spécificités en France, c'est qu'on arrive à concevoir des réglementations en lien avec les acteurs de manière à ce que ce soit le moins éloigné des préoccupations concrètes. Donc c'est comme ça qu'a été lancé le mouvement. Alors finalement, avec le recul, ce qui a été assez bénéfique, c'est qu'on a pris dès le début une approche progressive. Donc le régime PSAN est dicté dans la loi Pacte, donc en 2019, et il prévoit un enregistrement obligatoire assez limité à la lutte contre le blanchiment, un agrément optionnel qui est beaucoup plus significatif, mais qui reste optionnel. Donc ça montre un petit peu la direction aux acteurs en disant, voilà, demain, l'objectif, la cible, ce sera ça, mais vous avez le choix de le demander ou pas, en fonction de si vous vous sentez prêt ou pas. Ensuite, alors heureusement, on a réussi à exporter au niveau européen, dans le règlement MiCA, tout notre régime national.
Et ensuite, dans MiCA, il y a eu un certain nombre de périodes transitoires qui ont encore plus repoussé l'échéance. Donc il y a eu d'abord la période transitoire pour l'entrée en application, c'est-à-dire que MiCA a été édicté en 2022, hein, c'est ça. Et donc du coup, il y avait un an de période transitoire, en 2023 du coup, un an de période transitoire pour les stablecoins, pour l'entrée en vigueur des dispositions sur les stablecoins, donc qui sont entrées en vigueur fin juin, et un an et demi pour l'entrée en vigueur des dispositions sur les PSAN. Et ensuite, il y avait encore un an et demi de période de grand-père pour les prestataires qui avaient commencé leur activité, qui avaient un enregistrement national. Alors peut-être rappeler ce que c'est la clause de grand-père. La clause de grand-père, ça veut dire que quand vous avez été PSAN avant l'édiction de MiCA, vous pouvez continuer à exercer dans votre pays sans agrément MiCA jusqu'à mi-2026. Donc en gros, on voit en France, 2019, début de la réglementation, mi-2026, application du paquet global de réglementation exigeante. Donc ça fait quand même 7 ans pour permettre aux acteurs de se structurer, de s'habituer à cette réglementation, de commencer à la mettre en œuvre. Et ça, je pense qu'avec le recul, ça a été un peu notre chance. Je pense que c'était peut-être pas totalement voulu, mais on a eu une montée en puissance progressive qui s'apparente à une forme de proportionnalité. Après, qu'est-ce que je peux dire sur cette réglementation ? Ce qui a été compliqué, c'était de sortir du cadre habituel de la réglementation financière traditionnelle. Et c'est là où, en fait, il y a eu de l'innovation dans la réglementation. Souvent, on oppose réglementation et innovation en disant soit on réglemente, il y a trop de réglementation, soit on innove et il n'y en a pas. Mais en fait, là, il a fallu innover dans la réglementation. Un exemple, j'en ai deux en tête, mais un en particulier, sur la conservation. Donc, je pense que vous connaissez tous le service de conservation. C'est dès lors qu'un PSAN détient les clés privées ou détient la maîtrise des actifs pour un client. La conservation dans le monde traditionnel, c'est le fait de détenir le registre. Donc, par exemple, quelqu'un qui émet des actions, le conservateur, c'est soit l'émetteur de l'action, donc par exemple l'entreprise qui émet les actions. Donc concrètement, dans le monde traditionnel, les PME, elles ont un registre papier qu'elles tiennent soit elles-mêmes, soit qu'elles font tenir par leur avocat ou leur expert comptable. Si le titre est coté, si c'est une grande entreprise, le teneur du registre, c'est la banque qui détient les comptes des clients en actions. Donc, celui qui conserve, c'est celui qui tient le registre. Quand les prestataires sont venus voir les autorités et ont expliqué la blockchain, on s'est dit, alors qui est-ce qui tient le registre ? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, du coup, alors, ça sort complètement de vos cases mentales. Donc, soit vous vous dites, tout est interdit, ça sort des cases et on n'a pas le droit de le faire. Soit vous vous dites, faisons une approche en termes de risque. Finalement, dans la finance traditionnelle, pourquoi est-ce qu'on réglemente le conservateur ? C'est parce que c'est lui qui, potentiellement, peut perdre le registre, peut le falsifier, etc. Dans le cadre de la blockchain, le registre est partagé. Alors, là où il y a eu un pari, c'est que finalement, on s'est dit, on fait confiance à la blockchain pour être sûr qu'il s'agit d'un registre immuable, fiable et infalsifiable. Déjà, ce pas intellectuel, il est quand même assez significatif. Passer d'un registre centralisé avec quelqu'un qu'on réglemente à un registre décentralisé sur lequel on se dit on a confiance sur le fait que la communauté l'entretienne, c'est déjà significatif. Et après, on s'est dit, où est le risque pour l'investisseur ? Le risque, c'est quand il délègue ses actifs ou ses titres financiers à un tiers qui, lui, a la capacité d'écrire sur le registre. Et c'est comme ça qu'est née la définition de la conservation. On s'est dit, le conservateur, c'est celui qui a les moyens de mouvementer les cryptoactifs. Et comment est-ce qu'on a les moyens de les mouvementer ? En détenant la clé privée. Et ça, c'est la définition de la conservation, la maîtrise des moyens d'accès, y compris par les clés privées. Oui, William, tu peux peut-être réagir avant que... Oui, juste, je trouve que en effet, c'est une approche qui est innovante, en tout cas pro-innovation de la part du régulateur. Sur cet aspect, on a quand même l'impression que le régulateur s'est surtout adapté à une réalité technique, ce qui en soi est une innovation, ce qui est très intéressant. Moi, ce que je trouve le plus innovant dans la réglementation PSAN, c'est deux choses, et je me souviens de discussions à l'époque, il y avait des commissions parlementaires qui étaient présidées par Éric Woerth et Pierre Persson, et on avait des discussions avec les personnes qui étaient interrogées. C'était premièrement, est-ce qu'il faut réguler ? Ouais, ça c'est un truc qui est très intéressant et ça rejoint ce que je disais sur la table ronde précédente avec le fait que la crypto, on est des anarchistes qui adorons la réglementation et l'État.
c'est que en fait, le meilleur moyen de nuire au secteur crypto, c'est de ne pas le réguler. Et c'est d'ailleurs la position qu'ont certaines critiques, et c'est une position que moi je trouve assez intéressante. Il y a un article notamment dans le Financial Times qui s'appelle Let Them Burn, laissez-les cramer, quoi, en parlant de la crypto évidemment. C'était en fait ne pas réguler le secteur, c'est laisser en fait les escrocs faire leur loi, c'est laisser le secteur s'autodétruire avec des problèmes de réputation. Et au final, c'est aussi peut-être un des moyens, et puis ça évite cette légitimité de la réglementation. Mais pour revenir au régime PSAN, moi c'est l'aspect optionnel. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une réglementation financière optionnelle en France sur les PSAN et sur les ICO. Et ça, pour en avoir parlé avec des professeurs, avec des avocats, ils étaient... c'est surtout dans le secteur financier, en fait. C'est quand même assez... déjà, une réglementation optionnelle, c'est presque un oxymore. En fait, c'est la logique du label qui se conçoit dans des réglementations sur le marketing, etc. Mais effectivement, qui, dans le secteur financier, est totalement innovante, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Un autre exemple que j'ai en tête d'innovation dans la réglementation, alors ce n'est pas tout à fait sur les cryptos, mais c'est ce qu'on appelle le régime pilote pour les infrastructures de marché sur la blockchain. Donc ça, c'est un sujet normalement que cette audience connaît moins, mais c'était un peu le même sujet. Donc là, c'était sur les security tokens. Donc après avoir traité les cryptoactifs, on s'est dit, si quelqu'un demain veut émettre carrément des obligations ou des actions sur la blockchain, est-ce qu'il peut le faire avec la réglementation actuelle? Et donc, on a fait toute une analyse juridique sur tout le cycle de vie d'un titre financier, qui est d'ailleurs toujours en ligne sur le site de l'AMF, qui s'appelle Analyse juridique des security tokens. Et en gros, on a vu l'émission, quand on émet une action, est-ce que la réglementation prospectus s'applique? Quand on le négocie sur une bourse, une plateforme de négociation, est-ce que la réglementation MiFID est adaptée? Quand on le règle, quand on le paye avec de la monnaie fiat, est-ce que la réglementation sur les dépositaires centraux s'applique? Et quand on le met dans un fonds d'investissement, est-ce que les réglementations au PCVM, à IFM s'appliquent? Donc en gros, la conclusion, c'est que ça marchait partout dans toutes les réglementations, modulo quelques petites adaptations. Le seul point bloquant pour tokeniser tout un cycle de vie d'un titre financier, c'était le règlement sur les dépositaires centraux qui imposait de régler un titre financier en monnaie banque centrale. Et donc ça posait problème parce qu'on disait, vous pouvez émettre l'action sur la blockchain, la négocier sur une bourse sur la blockchain, mais au moment de la payer, vous devez revenir sur les systèmes de paiement historiques. Et là, on était super embêtés parce que c'était dans un texte de niveau 1, un règlement européen, très compliqué à bouger, c'était pas du tout comme la réglementation PSAN, on pouvait faire ça au niveau national, on était bloqués. Et donc là, on s'est dit, quelqu'un, je ne sais plus qui a dit, on n'a qu'à pas appliquer la réglementation européenne. Ça, c'est une innovation, je peux vous dire, pour un régulateur, c'est l'innovation dans la réglementation. On s'est dit, la solution, effectivement, c'est de ne pas l'appliquer. Comment est-ce qu'on peut le faire de manière légale? Il faut qu'un règlement européen dise que l'autre règlement européen, on a le droit de ne pas l'appliquer. Et c'est ce qu'on a proposé, c'est ce que l'AMF a proposé dans un papier, dans ce papier d'ailleurs, ça s'appelait à l'époque le laboratoire numérique, c'était de dire, un règlement européen va dire qu'on a le droit de ne pas appliquer l'obligation de règlement en monnaie banque centrale, sous certaines conditions, bien sûr. Des conditions de seuil, d'agrément, de supervision des autorités, etc. Et ça a donné lieu au règlement européen qui est dit régime pilote pour les infrastructures de marché DLT. Donc tout ça pour vous dire qu'en gros, la réglementation, on a l'impression que c'est quelque chose un peu de rouleau compresseur, de très mécanique, mais en fait, sur la partie blockchain, ça nécessite elle-même une innovation et de sortir des cadres de pensée. Alors, moi, ce que j'aimerais aussi voir avec vous, c'est que tout le monde connaît Mika. On a l'impression, souvent, quand vous avez soit des partisans du secteur, soit des détracteurs, disent qu'en fait, soit Mika, en fait, c'est pas assez contraignant, ou alors c'est la solution à tout. C'est-à-dire que Mika, en fait, ça va arriver et en gros, ça va réguler le secteur, c'est la baguette magique et c'est génial. Sauf que, en fait, Mika, comme je disais dans l'introduction, c'est qu'un point de départ. Donc, moi, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est en gros, à quoi ça va servir Mika et dans quel cas, parce que parfois, on peut être une société crypto et peut-être pas forcément être obligé d'avoir l'agrément Mika pour continuer à opérer. Peut-être William. Oui, alors déjà, Mika, on parle souvent du régime PSAN, si on utilise la terminologie française, qui s'appelle CAS. Bon, c'est la même chose en anglais dans la réglementation Mika, c'est-à-dire la partie du règlement qui s'intéresse qui concerne les acteurs qui fournissent des services
en gros d'investissement sur crypto. C'est un sujet qui est le plus connu dans Mika. Mika, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait... Moi, je trouve que c'est un peu un monstre à 3 têtes, Mika. Enfin, c'est un peu un méga règlement où on a collé ce règlement, cette partie sur les CASP, qui est très logique, qui suit d'ailleurs une des précédentes réglementations européennes. Vous avez à côté, et je dis bien à côté, vous avez la partie sur les stablecoins. Dans les stablecoins, vous avez les e-money tokens, donc ce que vous faites chez Forge, ce que fait par exemple Circle avec l'USDC, etc. En fait, un e-money token, c'est une version d'un stablecoin qui est régulé par Mika, en fait. Voilà, c'est 1 euro sur un compte, un token qui vaut 1 euro. C'est un peu la stablecoin telle qu'on l'entend habituellement. Vous avez également les ART, donc ce qui s'appelle les Asset Reference Tokens, donc les tokens dont la valeur est stable par rapport à un ou plusieurs actifs. Ça, Stéphanie, je suis très curieux d'entendre ta version de d'où vient ce régime ART et à quoi il sert. Et après, vous avez une dernière partie qui vient réglementer les ICO. De manière assez intelligente, je trouve. C'est un régime assez souple, mais qui apporte quand même plus de transparence, qui pose d'ailleurs généralement assez peu de problèmes. Mais voilà, je ne sais pas si tu veux rebondir. Oui, sur les ART, en fait, c'était à l'époque, vous savez, le projet Libra de Facebook, qui avait suscité finalement une opposition des autorités mondiales, hein, on peut le dire, qui était le projet d'émettre un cryptoactif adossé à un panier de monnaie fiat. Et donc cette notion d'ART, c'est exactement ça. C'est un cryptoactif adossé à un panier de monnaie. Et ça, ce nouvel actif, il est très très régulé dans Mika. Mais en fait, on voit qu'au final, enfin en l'état actuel, il n'y a quasiment pas de projet d'ART. Parce que finalement, ce projet de Facebook a été abandonné. Il n'y a pas vraiment eu de successeur. Et maintenant, le marché crypto, c'est plutôt articulé autour de stablecoins qui ont une parité 1 pour 1 avec une monnaie fiat. Donc c'est vrai que ce régime qui est surrégulé est devenu un peu sans objet. On cite souvent quelques exemples de crypto-monnaies qui seraient adossées à de l'or, à des valeurs comme ça matérielles. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que l'enjeu en termes de systémique, l'enjeu sur les marchés, il est autour des stablecoins. Et là, par contre, Mika, ce qu'on a, je pense à mon avis, pas encore totalement conscience, c'est que Mika va engendrer une modification de la structure du marché européen des cryptos, en tout cas. On commence à en voir les effets maintenant, puisqu'on voit que certaines plateformes qui agissent en Europe ont délisté des stablecoins qui ne sont pas conformes à Mika, déjà, ou qui réglementent les nouveaux achats, enfin qui mettent ces stablecoins en extinction. On voit que, en tout cas, au 1er juillet, il y a eu deux ou trois stablecoins autorisés, agréés selon Mika. Et voilà, on se réjouit du fait que l'euro convertible émis par SG Forge fait partie de ces stablecoins précurseurs. Et donc, petit à petit, ces nouveaux stablecoins régulés vont se disséminer dans toutes les plateformes accessibles aux investisseurs européens. Donc dans les mois qui viennent, il faut s'attendre à une modification assez structurelle du marché européen. Et ensuite, la prochaine étape, ce sera début 2025, où Mika va commencer à s'appliquer aux plateformes de négociation. Donc celles-là devront convertir leur agrément national en agrément européen, devront appliquer des obligations supplémentaires. Donc ça aussi, ça va engendrer une modification du marché. Donc, voilà, il faut s'attendre dans les mois, les années qui viennent, à une recomposition du paysage européen. Si je reviens 2 secondes sur l'euro convertible, donc ça c'est quand même assez révolutionnaire parce que c'est un des premiers stablecoins agréés en Europe conformément à Mika. C'est le premier agréé et qui est adossé à une banque, donc avec un niveau de confiance assez élevé. Et c'est le premier qui est émis par une entité, Société Générale Forge, qui a à la fois l'enregistrement PSAN, qui a été la première et la seule à avoir l'agrément PSAN en France, donc le niveau d'exigence le plus élevé, qui est quasiment la seule agréée en tant qu'entreprise d'investissement. Donc ça, c'est une entité MIFID, qui répond aux exigences de la directive MIFID, qui est aussi à un niveau d'exigence élevé. Et c'est une des premières entités qui a l'agrément d'EME. Donc en termes de confiance, voilà, ça reste quand même l'actif à ce stade de référence dans la recomposition des marchés européens.
Donc ça, c'est en fait la réglementation sur les stablecoins, elle s'applique depuis le 1er juillet. Donc en gros, pour faire simple, il y a les stablecoins qui ne sont pas régulés, il y a les stablecoins qui sont officiellement régulés. Mais en fait, là, une nouvelle fois, moi je trouve que c'est un parfait exemple parce que, si vous voulez, il y a certains acteurs qui misent sur le fait qu'ils vont être qualifiés de stablecoins décentralisés. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent le DAI de Maker, DAO par exemple. Le DAI de Maker, pour l'instant, il y a un flou un petit peu juridique sur est-ce que les plateformes doivent le délister ou pas à partir du 1er janvier 2025. Parce qu'à partir de ce moment-là, normalement, mais une nouvelle fois, là, il y a quelques discussions juridiques par rapport à ça. Est-ce que ces stablecoins-là pourront continuer à avoir un espèce de régime d'exception, on va dire, ou de tolérance pendant un certain temps, ou alors est-ce que les plateformes devront les délister? Donc ça, c'est un assez bon exemple parce que, par exemple, dans MiCA, les stablecoins, enfin, le terme décentralisé, en fait, n'est pas juridiquement défini. C'est-à-dire qu'un stablecoin décentralisé, on ne sait pas quel est le niveau de décentralisation nécessaire pour qu'un stablecoin soit qualifié de décentralisé et rentre dans ce qu'on appelle l'exemption DeFi, donc l'exemption qui concerne la finance décentralisée, qui n'a pas été incluse dans MiCA pour justement pas tuer le marché tout de suite, quoi, pour faire simple. C'est sûr que ces actifs, ils ont moins d'intérêt maintenant qu'il y a des stablecoins qui sont régulés conformément à MiCA. Parce que pourquoi aller avec un stablecoin sur lequel on va avoir des risques juridiques de requalification, alors que maintenant, on a des offres comme l'EuroCV de stablecoin MiCA compatibles. Alors la question, c'est celle de la généralisation de l'adoption. C'est pour ça que je parle des changements qui auront lieu dans les mois qui viennent. C'est que par exemple pour l'EuroCV, on a l'agrément et à partir de l'agrément, on peut commencer à le commercialiser. Donc, actuellement, il est accessible, donc on peut acheter l'EuroCV. Pour les retail, pour les investisseurs particuliers, sur Bitstamp, qui est une plateforme partenaire. Et pour les professionnels, on peut passer par 2 market makers qui répondent aux critères d'éligibilité de SGForge, qui sont Wintermute et Flowdesk. Et donc petit à petit, dans les mois qui viennent, on travaille avec d'autres partenaires pour généraliser ce réseau de diffusion et d'adoption de ces stablecoins. Donc c'est pour ça que je dis que ça va prendre plusieurs mois, puisque petit à petit, ces stablecoins régulés vont s'étendre à l'ensemble du marché européen. Peut-être pour rebondir sur l'exemption liée à la décentralisation, c'est un objet juridique qui est très discuté dans le secteur crypto, parce qu'un certain nombre d'acteurs, je veux dire, à tort ou à raison d'ailleurs, estiment être suffisamment décentralisés pour rentrer, ou en tout cas espèrent être suffisamment décentralisés pour rentrer dans cette exemption. Je rappelle juste qu'il s'agit d'une phrase dans le règlement MiCA qui précise qu'un acteur qui est totalement décentralisé et dépourvu d'intermédiaires ne peut pas être régulé. Alors je sais pas, si on prend vraiment le petit Robert, on se rend compte qu'en fait un acteur totalement décentralisé, par définition, il ne peut pas être régulé. Vous ne pouvez pas réguler quelqu'un ou quelque chose dont vous ne connaissez pas le centre, la direction, qui n'est pas immatriculé, etc. Donc ça rejoint un débat un peu global que moi je trouve assez risqué d'un point de vue de conseil juridique sur la décentralisation. Je trouve que dans la crypto, on a tendance, alors ça ne concerne pas tellement l'écosystème Bitcoin d'ailleurs, plutôt l'écosystème Ethereum, on a tendance à confondre la décentralisation qui est réelle et qui fonctionne au niveau protocolaire, c'est-à-dire Ethereum est décentralisé, Bitcoin est décentralisé. En revanche, qualifié de décentralisé un peu partout dans le monde, même aux États-Unis, c'est des commodities, donc du coup. Exactement, il y a des décisions de régulateurs américains qui l'ont reconnu ou qui l'ont en tout cas accepté. Et en fait, les applications qui sont développées sur ces protocoles sont centralisées, la plupart du temps, d'une manière ou d'une autre. Moi, ce que je dis souvent, c'est si vous êtes vraiment décentralisé, vous n'aurez donc pas peur d'avoir une descente de police à 6h du matin dans votre salon, quoi. Ou alors, si vous êtes vraiment décentralisé, vous ne pouvez donc pas lever de fonds, quoi. Enfin, genre, s'il y a une levée de fonds, s'il y a une équipe, s'il y a un dirigeant, s'il y a des... Et c'est un peu tous les débats qu'on a vus d'ailleurs avec l'affaire Tornado Cash, ou avec certains acteurs qui étaient sur des applications, du coup... très à risque, c'est que voilà, les juges ont considéré que en fait, s'il y avait une personne qui allait en conférence en se présentant comme le responsable du protocole, en fait, c'était finalement un dirigeant de société qui était en mesure de répondre de ces actes. Donc voilà, moi je suis assez sceptique sur la substance de cet objet lié à l'exemption de décentralisation. Après, ça ne veut pas dire que la DeFi aujourd'hui, je pense que de manière beaucoup plus pragmatique, elle aura vocation tôt ou tard à être régulée d'une manière ou d'une autre, en fonction des activités, parce que la DeFi, c'est un ensemble de choses.
En revanche, là, on est dans une période un peu d'apprentissage des régulateurs, notamment sur ces questions. Et donc, il n'y a pas, en tout cas en France et dans la plupart des pays européens, il n'y a pas d'action à l'encontre des acteurs DeFi. Mais voilà, moi, je les invite quand même à se positionner, comme on dit, pour un atterrissage d'ici 18 à 24 mois dans une case ou dans une autre, quoi. Alors, justement, en termes, donc, par exemple, les stablecoins, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les stablecoins, c'est une espèce de catégorie gigantesque où on range un peu des cryptos qu'on qualifie de stables, quoi, ou en tout cas avec un mécanisme qui leur permet d'être stables. Mais par exemple, quand vous regardez dans la finance traditionnelle, il y a plein de stablecoins qui peuvent être qualifiés comme étant des produits, des produits structurés, ou alors des money market funds tokenisés, ou alors, dans le cas précis, des e-money tokens, donc assimilables quelque part à la monnaie électronique. Donc, déjà, vous avez 3 catégories qui sont, dans la finance traditionnelle, assez différentes. Et en fait, la finalité de ces stablecoins, c'est à la fin pouvoir les incorporer dans votre trésorerie ou alors payer avec. Donc, en gros, c'est ça qui est intéressant, tout en générant peut-être du rendement. En fait, je trouve que c'est vraiment le parfait exemple de montrer qu'on est vraiment au point de départ de la réglementation et qu'en fait, aujourd'hui, on prend large, on essaie de réguler petit à petit, on donne des obligations aux acteurs. Et du coup, ça m'amène à cette question. Comment est-ce qu'on fait en fait pour bien timer, on va dire, le marché réglementaire? Comment est-ce qu'on se prépare? Parce qu'en fait, ne pas intégrer des coûts de réglementation dans sa stratégie, en fait, c'est quasiment vouer sa boîte, on va dire, à une mort peut-être certaine, je veux dire, dans quelques années. Donc, du coup, ça, c'est ma question. Quel conseil vous pourriez donner, justement, pour se préparer au mieux? Alors, on ne va pas énumérer toutes les boîtes, évidemment, mais pour se préparer au mieux, justement, à la réglementation qui ne va pas arrêter de s'affiner, en fait. Et en plus, on peut avoir des bonnes surprises, parfois. Moi, je vais te contredire. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas non plus trop investir dans la conformité réglementaire. Du coup, c'est quoi le pourcentage? Il y a une question de dosage et d'équilibre. Déjà, ça dépend du service. Si vous faites de l'achat-vente de Bitcoin, la réglementation, elle est là, elle est bien présente et il faut l'anticiper dès le début. Si on parlait de projets DeFi, si vous faites des projets DeFi extrêmement pointus, qui s'adressent nécessairement à un public plus averti, plus niche, etc., vous vous trouvez en fait dans une temporalité qui est très différente. Moi, les conseils que je donne à ces acteurs-là, c'est pas d'aller voir l'AMF le lendemain matin pour demander un agrément qu'ils de toute façon ne pourront probablement pas obtenir et ils vont brûler tous leurs fonds dans une procédure qui en fait sera vraiment un arrêt de mort. C'est ce qui est arrivé, je vous rappelle, au concurrent français de MakerDAO. À l'époque, on est en 2016-2017, qui s'appelait Variable. Ils ont été voir le régulateur, ils ont travaillé pendant 1 an et demi avec le régulateur, qui n'a pas été méchant, hein, mais genre il y a eu un travail de conformité. La conclusion de tout ça, c'est que le projet a, entre guillemets, perdu 1 an et demi. N'a pas vraiment, il y a sûrement d'autres raisons, hein, mais en gros, ça a été quand même un échec à la fin. Ça a débouché sur une position de l'AMF sur le sujet des dérivés crypto qui était passionnante d'un point de vue réglementaire. Mais pendant ce temps-là, Maker, ils ne se sont pas posés de questions. Et aujourd'hui, ils sont encore en vie, entre guillemets, pour voir s'ils se régulent ou pas. Ils sont bien en vie, oui. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre projet. Et ça dépend un peu de la zone. Tout ce qui est CASP et stablecoin, la réglementation, elle est actuelle, elle est applicable, il faut s'en occuper maintenant. Si vous faites de la DeFi, si vous faites des choses très pointues, des NFT, etc., en fait, vous pouvez vous dire, moi c'est pour ça que je dis 18, 24 mois, 36 mois, vous avez un peu plus de temps devant vous. Et ça dépend évidemment des risques de votre activité, parce que toute la réglementation vise à contrôler et à réduire les risques pendant votre activité. Ouais, sur la partie effectivement réglementée CASP, par contre, je pense qu'il faut quand même prendre en compte dans son business plan des coûts de mise en conformité quand même assez significatifs, hein. Donc il faut aussi le prendre en compte dans les levées de fonds. Maintenant, demain, quand on voudra lancer un business de service sur cryptoactifs, il y a quand même un niveau de conformité important qu'il faut budgéter en amont pour ne pas se retrouver à court de cash au milieu du gué. Après, effectivement, tu as raison, hein, William, il y a certains sujets d'application de MiCA ou de périmètre d'application qui ne sont pas encore clairs, hein, mais c'est normal, hein, la réglementation ne va pas tout mapper pour le futur, non, enfin, tout le monde apprend en marchant. Donc les sujets DeFi, les sujets NFT, de toute manière, on le sait, ils sont exclus de MiCA, mais il y a une clause de revue. Donc on sait que les législateurs vont revenir dessus, vont voir s'il y a matière à réguler ou pas. Donc c'est là où des associations comme l'ADAN, notamment, sont très très importantes, et vraiment, moi je le vois tous les jours, pour porter les préoccupations du secteur.
des projets des entrepreneurs en disant, voilà, nous on a telle crainte, telle préoccupation, si on doit réglementer, on pense que ça devrait être fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, c'est un vrai partenaire de confiance crédible pour les autorités publiques. Là, en matière de conception réglementaire, l'union fait la force. Hein. Donc c'est pour ça que le fait que tout le monde se rassemble derrière la dent, c'est absolument tout à fait positif. Après, il y a des petites questions d'application de MiCA qui vont se poser, parce que maintenant que tout ça entre en application, il y a des services où c'est pas tout à fait clair dans le texte, on demande comment ça s'applique, etc. Donc je prends par exemple l'exemple du staking. Le staking, c'est une question qui se pose aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus proposé sur toutes les plateformes, et dans MiCA, il n'y a pas un service de staking. C'est une activité réglementée en tant que telle. Donc la question se pose, est-ce que c'est capté par un autre service de MiCA, donc par exemple la conservation sur actifs numériques, ou est-ce que c'est en dehors? Donc toutes ces petites questions d'interprétation, ça va se poser dans les mois, les années qui viennent, et ça va donner lieu à ce qu'on appelle des Q&A, des questions-réponses, soit de la Commission européenne quand c'est directement des questions de niveau 1 de MiCA, soit des Q&A de l'ESMA ou de l'EBA, qui sont les autorités européennes, quand c'est des questions d'application du niveau 2. Donc j'en profite pour mentionner le staking, parce que hier est paru un rapport sur l'analyse juridique du staking, justement, qui a été publié par une association dont je fais partie, qui s'appelle la Legal Blockchain and Crypto Association. Et donc avec un groupe de travail de juristes, d'avocats, on s'est penché sur le staking sur 3 protocoles, hein, parce que bien sûr le staking est différent sur les différentes chaînes, donc Ethereum, Avalanche et Tezos, et on a regardé exactement dans le détail comment fonctionnait le staking, quelles étaient les qualifications en droit civil, donc ça c'est quelque chose qui à ma connaissance n'a jamais été fait, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, comment ça s'applique, est-ce que c'est un prêt, est-ce que c'est un dépôt, est-ce que c'est un contrat d'entreprise, etc. Quelles sont les qualifications réglementaires? Donc, en fonction des différentes modalités de staking, est-ce que c'est du staking on-chain? Est-ce que c'est du staking via un PSAN? Est-ce que c'est du liquid staking dans la DeFi? Comment marche le mécanisme de validation? Parce que certaines chaînes demandent d'envoyer la garantie directement au validateur, d'autres demandent simplement de déléguer des droits de vote. Enfin, tout ça est très complexe. Et en fonction de toutes ces modalités, voir si c'est capté par MiCA ou pas. Et après, la dernière question qu'on s'est posée, c'est quand c'est pas capté par MiCA, est-ce qu'il y a matière à réglementer? Et c'est là où on voit en matière de staking l'ambiguïté de cette activité, parce que d'un côté, ça s'apparente à une activité financière. Donc on voit bien que pour certains, normalement, qui font du staking sur les plateformes centralisées, voilà, on immobilise un capital pour en espérer un intérêt, une récompense. Voilà. Mais donc là, est-ce que ça, c'est capté déjà par MiCA? En fait, oui, c'est très largement le cas. Et après, le staking, c'est aussi une activité purement technologique. C'est le fait de valider les transactions et de participer à la maintenance d'une blockchain. Et donc ça, cette activité, il n'y a pas nécessairement besoin de la réglementer de la même manière, en tout cas, qu'une activité financière. Et la conclusion, c'est que pour tout ce qui est staking on-chain, c'est plutôt une activité technologique. Il n'y aurait pas nécessairement besoin de la réglementer, et tout au plus, il y aurait besoin de formaliser les relations entre les validateurs et les délégateurs, et peut-être d'afficher un peu plus de transparence sur les performances des validateurs pour savoir à qui on délègue ses actifs, etc. Donc vous voyez, ce genre de réflexion, dans l'application de MiCA, ça va se développer. Il y aura aussi d'autres thématiques. Et c'est là où c'est important aussi de montrer qu'en France, on est une juridiction proactive. On est une juridiction de proposition, puisque c'est ce qui fait la crédibilité de l'écosystème, et c'est aussi ce qui renforce les opportunités d'entrepreneuriat ici. Peut-être pour finir avant les questions, donc en Europe, on est souvent fiers de dire, c'est un peu la question tarte à la crème à la fin, mais on est souvent fiers de dire oui, on régule, on est très fort. Donc on régule, les États-Unis ils font le business et l'Asie leverage. En gros, c'est un peu, je me souviens plus exactement de la citation, mais c'est un peu dans ce genre-là. Est-ce que, c'est une force et une faiblesse, mais par rapport aux États-Unis, comment est-ce qu'on est? Est-ce que c'est bien d'avoir une réglementation? Est-ce qu'on a bien timé aussi? Parce que le danger, c'est que vous êtes les premiers à avoir une réglementation. En fait, les autres vous copient avec une réglementation un peu plus légère, un peu moins permissive peut-être, et du coup font une sorte de dumping en fait, en fonction des juridictions. Donc moi, ça m'intéresserait rapidement d'avoir votre commentaire là-dessus.
quelles sont les forces et faiblesses en fait d'avoir une réglementation parmi les premières dans le monde, assez complète, parce qu'elle est quand même assez complète pour l'instant. Il y a une stack, on va dire, réglementaire assez intéressante en termes de finesse quand même. Peut-être pour garder l'angle Amérique, États-Unis, Europe, qui est intéressant, je pense, c'est que les États-Unis, ils ont une stratégie réglementaire qui est liée à leur histoire, qui est liée à leur système juridique et à plein d'autres facteurs, et aussi au marché américain, qui a été très très différente. Je trouve que c'est intéressant parce que nous, on vous parle de MiCA et du régime SAN comme c'était une évidence, alors qu'en fait pas du tout. D'autres pays, et pas les moindres, en l'occurrence les États-Unis, ont des approches qui sont totalement différentes. Les États-Unis, ils ont deux énormes différences par rapport à l'Europe et à la France. Premièrement, ils ont fait ce qu'on appelle de la regulation by enforcement, c'est-à-dire il y a eu une politique du régulateur américain qui était offensive, de sanctionner les mauvais acteurs et de les sanctionner à l'américaine, c'est-à-dire réellement, lourdement, financièrement, au pénal, etc. Ce qui évidemment, c'est quelque chose qui a un coût et qui a des avantages. L'avantage, il est évident, c'est qu'il y a un shérif dans la ville. Alors que par exemple, je trouve qu'en Europe, parfois, on se demande un peu, il y a une forme de, parfois un peu, on a l'impression de passivité ou une forme de souplesse, on va dire, des régulateurs enfin voilà, ça c'est un avis un peu personnel, même si c'est une bonne nouvelle in fine. Évidemment, le coût de ça, c'est que évidemment, ça a créé une tension très forte sur le marché, puisqu'en gros, aux États-Unis, vous montiez une boîte crypto, vous ne saviez pas si vous alliez passer Noël en liberté, quoi. Donc il y avait quand même ce problème-là qui est pas mineur. L'autre différence majeure entre les États-Unis et la France, c'est que les États-Unis, en fait, ils incorporent les actifs numériques dans leur système financier traditionnel, d'où le fait que, par exemple... C'est ce qu'on a réussi à pas faire avec MiCA quand même. Et ça, c'est une différence majeure, c'est qu'en Europe et en France en particulier, on a créé un nouveau chapitre dans le Code monétaire et financier, on a créé une nouvelle catégorie juridique, on a créé un nouveau régime. C'est plus clair, on a pu le faire, on a eu de la clarté que beaucoup d'Américains nous enviaient, mais ça crée aussi des freins, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai une question, par exemple, c'est est-ce que, je sais pas, dans 10 ans, les gens vont continuer à acheter du Bitcoin et le mettre sur leur ledger, alors qu'en fait, l'Américain, lui, va investir dans un ETF Bitcoin. C'est plus simple. Si vous voulez vous exposer économiquement à la performance mirifique du Bitcoin, en fait, c'est peut-être plus simple de passer par un compte titre et un ETF. Je sais qu'en disant ça, je ne vais pas sortir vivant de cette salle, mais ça permet de lancer un débat avant de terminer, quoi. Eh ben, place aux questions. Je ne sais pas comment... tu voulais réagir, non, ok. Je ne sais pas s'il y a un micro. Moi, je vais passer les micros. Voilà. Il y en a ici. Merci. Oui, je voudrais vous poser une question, parce que moi, il y a un sujet, j'arrive pas à comprendre à quoi sert l'euro numérique de détail. Surtout avec une application de la réglementation MiCA qui clarifie quand même énormément les choses sur les stablecoins depuis le 30 juin. Et ça me permet de rebondir sur ce que l'un de vous disait sur le pragmatisme américain et sur le fait que bizarrement, donc les États-Unis ne sont pas extrêmement pressés donc d'avoir une monnaie numérique de banque centrale. Peut-être tout simplement parce qu'ils l'ont déjà grâce à Circle. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. Pardon, j'ai pas très bien compris votre question. C'était sur le fait que les Américains ne sont pas pressés d'avoir l'intérêt d'avoir un euro numérique, un stablecoin euro. Écoutez, les stablecoins, c'est quand même un outil qui est intéressant, un peu dans le paiement. Mais même si les applications sont assez limitées aujourd'hui, mais surtout en finance, les gens ont besoin de se hedger, ont besoin de passer des actifs volatiles à des actifs qui soient stables. De mon humble compréhension, c'est à ça que servent les stablecoins, euro ou dollar. C'est vrai que le dollar est très dominant, surtout dans les matières financières, et on est aujourd'hui dans une industrie où la plupart des cas d'usage, il faut le reconnaître, sont très financiers. Voilà. Enfin, après, je sais pas, toi qui fais des stablecoins euros. C'était sur l'euro numérique. Je pense qu'on n'est pas du tout dans les mêmes temporalités déjà de toute manière. Aujourd'hui, ce qui est disponible et réglementé, c'est les stablecoins, euro ou dollar par MiCA. Et donc ce qui est disponible sur le marché, c'est ça. L'euro numérique, c'est un projet qui s'inscrit dans plusieurs années, puisque là, on en est à l'étape de
l'expression des besoins, des premières expérimentations, etc. Donc déjà, on n'est pas sur la même échelle de temps. Et après, je ne pense pas qu'on a encore une vision très claire de à quoi serviront les deux, mais il y a certainement des complémentarités entre ces deux types d'actifs. Donc moi, je suis plutôt positif. Il faut continuer d'explorer. Il faut voir comment est-ce que tout ça se structurerait, comment ça fonctionnerait de manière opérationnelle, dans quelles conditions, pour quel type d'investisseurs, pour quel type de produits, de services, et puis voir si ça permet de développer le marché européen. Bonjour. Alors d'abord, merci pour cette table ronde. Ça a clarifié pas mal de choses. J'ai une question qui est un peu liée, surtout pour profiter tant que vous êtes là, sur la classification d'un certain type de provider de services. Il y a quelques mois, un des fondateurs de Samurai Wallet a été arrêté en France par les autorités américaines. Et ce qui inquiète beaucoup de gens, c'est que parmi les très nombreux actes d'accusation, il y en a un qui leur demande d'identifier les gens qui font des transactions, alors qu'ils sont un service qui pourtant n'est pas un conservateur, n'a à aucun moment le contrôle des clés et des fonds de l'utilisateur. Et en fait, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez justement du statut de tous les opérateurs de services qui relaient des transactions pour le compte d'utilisateurs, n'ont à aucun moment le contrôle des fonds de ces utilisateurs et qui, jusqu'à aujourd'hui, opèrent en se disant qu'ils n'ont pas besoin de faire de KYC dans ces conditions. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est clairement régulé aujourd'hui ou pas, qui va l'être, et est-ce que vous pensez que la France va diverger des US là-dessus? Le cas de Samurai Wallet, comme celui de Tornado Cash, ils sont différents, mais ils sont quand même très spécifiques. Je vous dis ça parce que il y a vraiment typiquement des acteurs PSAN, par exemple, qui font vraiment de la conservation ou qui donnent accès à des services d'achat-vente ou à des wallets, on va dire, custodiales. Eux, ils sont dans un cadre réglementaire qui, on peut le critiquer, on peut trouver que c'est une forme de surveillance, etc. Mais il existe, il est clair, et les acteurs, du coup, sont protégés. Enfin, en tout cas, la responsabilité des dirigeants, elle est protégée modulo le respect de la réglementation. Dans le cas de Samurai Wallet, en fait, le régulateur américain a considéré qu'ils exerçaient une activité régulée, une forme d'activité régulée, et se sont servis de cet argument, on va dire, juridique pour considérer qu'ils avaient enfreint des règles de lutte contre le blanchiment, ce qui a permis leur arrestation. Et je ne pense pas qu'ils soient déjà jugés, mais en tout cas, ils sont en cours le procès est en cours. Et voilà. Après, il faut reconnaître aussi que Samurai Wallet, ils ont, très sincèrement, j'ai rarement vu un protocole être aussi agressif vis-à-vis des réglementations. Ils invitaient des Russes, vraiment, ils étaient en mode un peu en violation de toutes les règles de surveillance et de contrôle financier qui existent. Donc, à mon avis, c'est un critère qui a joué aussi, quoi. Sans parler évidemment des volumes, quoi. Mais je pense que la responsabilité des développeurs et des services non-custodial aujourd'hui, elle n'est pas particulièrement en danger. Après, on sait, il y a toujours une tension, et c'est bien antérieur à la crypto, entre les partisans des formes de logiciels qui visent à protéger la vie privée, dans la crypto aujourd'hui, mais avant c'était dans le chiffrement en général, etc., ou dans les protocoles comme Tor, et certaines autorités gouvernementales qui cherchent parfois d'une manière ou d'une autre à les contraindre, à les empêcher, quoi. Pour moi, c'est un nouveau chapitre de cette histoire-là, mais qui est assez ancienne, quoi. D'accord, donc vous pensez que c'est surtout la partie incitation à faire des actes illégaux, parce que dans ce cas, ce qui inquiète quand même, c'est que justement, si on enlève cette partie-là et qu'on regarde uniquement la partie facilité des transactions, alors qu'ils n'ont pas le contrôle des clés, ça s'applique à beaucoup de choses. Et si ça seulement ils peuvent être jugés uniquement sur ce chef d'accusation-là, ça impacte énormément de gens dans l'écosystème. Et beaucoup de gens se sont retirés des US pour ça, par flou juridique. Et on aimerait savoir ce que vous en pensez. Ouais. J'ai plus le détail précis des raisons. Il y a une décision du Department of Justice qui explique comment il qualifie Samurai Wallet de Money Business Services, bref, d'une activité régulée aux États-Unis. On avait fait quelques recherches avec le cabinet pour les personnes avec qui on travaille qui sont dans ce type de situation. Notre conclusion, elle n'était pas alarmiste. Après, encore une fois, c'est un peu service par service. Et voilà, le fait qu'ils aient été provoquants, en soi, ça ne suffit pas pour vous arrêter, hein. Mais c'est juste qu'ils ont vraiment attiré l'attention. Et il y a eu des grosses suspicions quand même d'utilisation massive de blanchiment, ce qui fait que l'enquête s'est focalisée sur eux, quoi. Mais Okay. voilà. Ok, merci, c'est très clair. Bonjour.
Ah. Ouais, une question ici en haut. Bonjour. Je voudrais connaître votre avis sur l'évolution d'une autre réglementation, la réglementation fiscale, suite à ces nouvelles qualifications. Je pense notamment aux qualifications juridiques des stablecoins. On peut imaginer que la frontière entre l'euro numérique demain potentiellement, et les stablecoins va devenir de plus en plus fine. Et du coup, l'élément déclencheur du calcul de la plus-value, comment est-ce que vous voyez son évolution? Est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver demain avec un calcul de la plus-value et donc la flat tax dès l'instant où on revient dans certains types de stablecoins? Alors ça, c'était une idée qui avait été évoquée par la Cour des comptes, je crois, notamment, dans un rapport, Alors, non? pas tout à fait, mais effectivement, c'est le risque. Hein. Mais effectivement, c'est un sujet qui avait été abordé dans le rapport de la Cour des comptes sur les cryptoactifs. Il y avait toute une partie sur la fiscalité, d'ailleurs, que je vous invite à lire, c'est intéressant. Et il disait que, justement, c'était pas clair. En l'état actuel, c'était pas clair de savoir si les stablecoins étaient considérés comme des fonds au sens de la fiscalité. Et justement, ils appelaient l'administration fiscale à clarifier ce point et à donner une doctrine en ce sens. Moi, à ma connaissance, ça n'est pas sorti. Donc, il y a une incertitude juridique, honnêtement, dans la situation actuelle. Et je pense que, en tout cas, c'est quelque chose qu'on devrait relayer au niveau de l'ADAN. Oui, voilà, rien à ajouter, si ce n'est que je ne pense pas que l'administration fiscale ait un intérêt à fiscaliser ce type de transaction. Je ne suis pas fiscaliste, ce qui me permet de parler très librement de fiscalité, mais je pense que le système actuel, aujourd'hui, la manière dont est construit on va dire la traçabilité des plus-values et donc de la flat tax à payer pour les contribuables français en crypto, elle fonctionne bien, elle est assez favorable pour l'administration fiscale, et je serais très surpris qu'ils révolutionnent tout, alors qu'ils ont une marge de manœuvre, en effet. Ils ont une marge de manœuvre dans MiCA, ils ont une marge de manœuvre en tant qu'autorité fiscale pour faire en sorte que ça ne change pas. Mais voilà, Oui, c'est un pari. Je crois que c'est de l'initiative de chaque État membre de décider de sa politique fiscale. Oui. Ah oui, donc, tout à fait, ça peut ouais. créer aussi une question de dumping entre les pays sur ces questions-là. Enfin, en tout cas, une concurrence qui peut inciter à pas trop bouger les choses. Oui, mais ça va forcément provoquer des réactions de pays. Enfin voilà, bon, après il y aura des particularités, mais sur un truc aussi énorme que ça, on peut quand même voir qu'il y aura des protestations. Donc, mais pour le moment, c'est juste apparu dans des rapports, et il n'y a pas de, enfin à ma connaissance, il n'y a pas de projet concret de faire ce que vous évoquez ou ce que vous avez vu. Mais la vraie question de fond, c'est est-ce que les stablecoins, c'est un peu de la monnaie comme le reste? Et ça se pose dans plein d'autres réglementations. Il y a au sens fiscal, et il y a une autre réglementation au sens des services de paiement. Donc, je ne sais pas si vous savez, il y a une révision de la directive sur les services de paiement, donc quand vous faites du paiement. Et la question, c'est de savoir, est-ce que les stablecoins, c'est des fonds au sens de cette directive? Enfin, dans quel cas, n'est pas réglée. Dans quel cas? Par exemple, quand on paye avec, est-ce que ça rentre dans la DSP? Exactement. Et auquel cas, si c'est dedans, ça implique l'application de tout le paquet réglementaire. Voilà. Donc ça, c'est pas clair. Mais donc, je pense que ça, dans les années à venir, on va toujours être confronté à ça. Est-ce que les stablecoins, c'est de la monnaie, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Merci beaucoup. Merci à tous. Malheureusement, il y aura peut-être une question après. Vous pouvez continuer à poser vos questions après. Merci beaucoup d'avoir assisté. Excusez-moi, ici au-dessus, j'avais une question. Désolé, au-dessus, on ne m'avait pas vu. Maître, okay. Vous aviez dit qu'il y avait justement par rapport aux États-Unis, qu'ils avaient introduit les cryptoactifs dans le système traditionnel, financier traditionnel, tandis que nous, ici, grâce à MiCA, on avait justement pu faire une sorte de scission. Mais dans ce cas, en quoi est-ce qu'il y a une corrélation avec MiFID? En fait, MiCA, c'est inspiré de MiFID. Donc le cadre général est quand même très inspiré, mais c'est quand même un peu plus léger. Faut quand même le dire, hein, c'est quand même un peu plus léger. Si vous appliquez la réglementation traditionnelle aux cryptos, si vous considérez que les cryptos, c'est un titre financier, ça veut dire que non seulement vous appliquez MiFID, mais vous appliquez aussi tout le reste. Hein, règlement prospectus, règlement sur les dépositaires centraux, enfin, tout le paquet de la finance traditionnelle. Donc, en termes de poids réglementaire, c'est sans commune mesure avec MiCA. Hein. C'est ce qu'a fait un peu l'Allemagne, en partie, je crois. Et c'est une des raisons, à mon avis, l'Allemagne, il y a quelques années, était vue comme un pays très en pointe sur les aspects crypto. Et ils ont une grosse communauté de développeurs, notamment en DeFi. Et en fait, en ce qui concerne les gros exchanges américains,
ou étrangers qui s'installent en Europe, les grosses sociétés financières crypto, elles évitent ce marché aujourd'hui parce que réglementairement, c'est un champ de barbelé, quoi. Et c'est un vrai avantage, hein. Enfin, franchement, juste un exemple comme ça, même dans MiCA, où il y a un volet intégrité des marchés, lutte contre les abus de marché, vous n'avez pas l'obligation, quand vous êtes CASP, d'envoyer tous les jours toutes les transactions de vos clients au régulateur. Alors que quand vous êtes institution financière traditionnelle, tous les jours, vous envoyez le badge de toutes les transactions de tous vos utilisateurs. Donc rien que ça, c'est une grosse différence. Merci beaucoup. Bon, là, vous pouvez nous applaudir. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup.